Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir également aux auditeurs d'El Mauritania et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur. Une émission que nous allons consacrer pour la énième fois à la Covid-19. Une pandémie qui a fait jusqu'à présent plus de 172 000 morts en Afrique, soit près de 4% du total des décès dans le monde. La vitesse à laquelle se propage la pandémie est certes grave, mais nous devons et pouvons la ralentir, voire la stopper. Convaincre la Covid-19 dépend en premier lieu du comportement de tout un chacun. Il suffit juste de respecter les gestes barrières, les mesures de prévention et de se faire vacciner. C'est pour cette raison d'ailleurs que notre pays a lancé jeudi dernier une campagne intensive pour vacciner 300 000 personnes. La gravité de la situation, vous en conviendrez avec moi, explique pourquoi encore ce numéro de Zoom sur est consacré à cette troisième vague de la pandémie. Nos invités sont Dr Ba Ahmed, directeur de l'action sanitaire de Nouakchott Nord, et Dr Khatri Ould Chia, directeur de l'action sanitaire à Dakhlet Nouadhibou. Bienvenue sur ce plateau, mais avant d'entamer le débat, je vous invite à suivre ce reportage qui revient sur les temps forts de lancement de cette campagne nationale de vaccination. C'est parti pour la deuxième campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Cette campagne d'une semaine vise à vacciner 300 000 personnes contre la pandémie. Le coup d'envoi a été donné ici à Nouakchott par le ministre de la Santé. Et dans un discours prononcé à cette occasion, Sidi Ould Zahaf a confirmé que les expériences ont prouvé que le mécanisme le plus efficace pour arrêter la propagation du virus et inverser les courbes d'infection demeure la vaccination. Il a ajouté que la Mauritanie, partant de ce constat, a introduit le vaccin depuis le début des initiatives internationales dans ce domaine. Et sur instruction du président de la République, notre pays a été l'un des tout premiers à rejoindre l'initiative COVAX. Il a déclaré que le stock de vaccins du pays s'élève à plus de 600 000 doses, qui seront augmentées de 360 000 autres doses attendues dans peu de semaines, portant le total de vaccins à près d'1 million de doses avant la fin de l'année. Sidi Ould Zahaf a appelé les citoyens à se rendre dans les centres de vaccination pour se protéger et protéger leur famille du virus. À son tour, le maire de Tafrazaina, Taleb Ould Mahjoub, a déclaré que la commune est honorée d'accueillir la cérémonie de lancement de la deuxième campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, notant que cette campagne constitue une contribution efficace à l'endiguement du virus. Les réactions sont nombreuses. Les personnes vaccinées soulignent que cette campagne vient en point nommé, d'autant plus que notre pays est frappé de plein fouet à une troisième vague. D'où la nécessité de prendre une dose de vaccin pour se prémunir contre le virus. Par ailleurs, un centre de vaccination est opérationnel sur la route Nouadhibou-Nouakchott. L'installation est dédiée aux voyageurs et aux transporteurs. Dr Mohamed Lebouna est responsable de la cellule Covid-19 à la Moukata de Tafrazaina, indique que le dispositif contribue à endiguer la propagation du virus, notamment sur cet axe où les voyageurs et les transporteurs doivent prendre une dose de vaccin. Rebonsoir donc et merci à nos invités. Je rappelle que nous recevons ici Dr Ba Ahmed. Merci d'être venu. Et depuis Nouadhibou, nous avons le docteur Khatri Ould Chia depuis Nouadhibou. Merci également d'être parmi nous ce soir. Merci Khatri. Donc pour commencer, en quoi cette campagne de vaccination s'impose-t-elle, docteur, et en quoi elle diffère des précédentes? Merci M. Dahi pour la question. Avant de commencer, je vais d'abord remercier la TV mauritanienne pour l'invitation. L'énorme choix d'être là ce soir pour parler de la campagne de vaccination qui a débuté le 12 et particulièrement de la sensibilisation sur la Covid-19. Donc pour revenir à votre question, cette campagne s'impose premièrement parce que nous savons depuis quelques mois la plupart des pays du monde
sont en train de mener une vaccination intensive de leur population et qu'actuellement aussi, les restrictions sanitaires commencent à s'imposer dans la plupart des pays. Donc c'est dans cette optique que l'État mauritanien a vraiment pris le devant aussi pour faciliter ses citoyens à se vacciner afin aussi d'obtenir ce pass sanitaire qui les permettra de voyager partout dans le monde. Et en second lieu, avec l'évolution, comme on a dit, de la variante Delta, qui est une souche vraiment qui infecte beaucoup de monde facilement. Très contagieuse. Et donc, vraiment, c'est les deux raisons qui font que cette campagne s'est imposée. D'accord. Docteur Khatri, bonsoir. Et comment se passe la campagne de vaccination à Nouadhibou, sachant que c'est une ville ouvrière? À Nouadhibou, comme les autres villages du pays, depuis le jeudi passé, on a lancé cette grande campagne de vaccination qui a un cachet particulier à Nouadhibou qui est frappé depuis deux mois de plein fouet par un pic épidémique du Covid. Donc c'est une campagne qui vient à point nommé. Comme on le sait, la vaccination est la seule arme de lutte actuellement avec les mesures préventives pour lutter contre ce virus afin que les populations et les pays retrouvent une vie à peu près normale. Voyager normalement, les restrictions économiques, tout ça, pour y accéder, pour revenir à la vie normale, la seule possibilité actuellement qui s'impose et qui existe pour tout le monde, c'est la vaccination et les mesures préventives. Donc à Nouadhibou, elle a été lancée. Heureusement, il y a plutôt une bonne affluence. Je me félicite de ça. Les populations ont pris d'assaut des centres de vaccination, aussi bien à Nouadhibou ville qu'à l'intérieur de la wilaya, où on a mobilisé tous les moyens possibles avec l'aide de l'administration et du niveau central afin de toucher le maximum de population. Et jusqu'à aujourd'hui, 5e jour, alhamdulillah, on est déjà à plus de 90% de notre cible et on a même demandé plus de vaccins afin de terminer les 2 jours qui restent parce que Nouadhibou, comme vous le savez actuellement, contient beaucoup de populations qui ne sont pas des populations de Nouadhibou, comme les gens qui viennent pour les vacances d'été, les pays riverains, beaucoup d'étrangers qui actuellement sont à Nouadhibou. Et c'est ça qui explique cette forte affluence et qu'on va dépasser certainement notre cible prévue par le ministère de la Santé. Tant mieux, docteur Khatri. Merci également. Docteur docteur Khatrioul Shia est rassurant. L'affluence est importante. Est-ce que c'est le cas ici à Nouakchott? Et puis, est-ce qu'une semaine vous paraît suffisante pour faire vacciner 300 000 personnes? Oui, effectivement, dans certaines régions de la Mauritanie, nous avons remarqué une forte affluence. Donc, comme l'a dit le collègue Dr Khatri, nous avons certaines wilayas qui ont déjà dépassé une couverture de 90%. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les wilayas, particulièrement dans les 3 wilayas de Nouakchott, où malgré certaines affluences les matins, nous n'avons pas encore atteint une certaine couverture qui nous permettrait d'être satisfaits déjà de l'activité. Mais avec l'implication accrue des autorités, aussi, comme on dit, des leaders, on espère quand même que pour les 2 jours restants, nous parviendrons un peu à inverser cette tendance pour au moins être dans la limite de l'objectif. Et l'efficacité de la plupart des vaccins a souvent été mise en doute par les populations. Parmi ces vaccins, il y a Johnson & Johnson. Quelle est votre réaction par rapport à cette réticence de personnes vis-à-vis de ce vaccin? Merci, M. Addahi, pour la question, parce que je pense que les rumeurs et les appréhensions sur le vaccin Johnson & Johnson ont nuit certainement, comme on dit, à la qualité ou plutôt à la hausse des indicateurs de cette campagne de vaccination. Parce que malheureusement, depuis le début de la pandémie,
À travers les réseaux sociaux, nous avons beaucoup de spécialistes qui parlent souvent sans raison absolue. Mais ce que je pourrais dire que par rapport aux vaccins, pour moi, tous les vaccins se valent, particulièrement ceux que nous avons ici en Mauritanie. Parce qu'en Mauritanie, nous avons les 3 types de vaccins, le Sinopharm, nous avons AstraZeneca et également le Pfizer, plutôt Johnson & Johnson. Donc ces 3 vaccins sont des vaccins classiques, donc ils sont faits de la même manière que les vaccins que nous utilisons chez les enfants, parce que comme on a dit, c'est des produits biologiques qui sont utilisés pour booster un peu notre immunité, pour nous permettre quand même de nous défendre face à ce coronavirus. Et ces vaccins-là sont différents des autres qui sont peut-être utilisés aux États-Unis, en France, dont je citerai Pfizer, Moderna, et ainsi de suite. Parce qu'également, ces vaccins, nous les utilisons parce que nous avons les possibilités de stockage, nous avons les possibilités de conservation. Parce que ce sont les 3 vaccins qu'on peut conserver sur l'étendue du territoire mauritanien, parce qu'il faut s'en rappeler, quelles que soient les zones reculées du pays, nous avons des chaînes de froid qui sont souvent disponibles au niveau des formations sanitaires, où qu'on peut stocker ces vaccins-là. Et maintenant, par rapport à l'efficacité, comme j'ai dit, c'est quelque chose de relatif. Donc, par exemple, Johnson & Johnson, on dit que le vaccin est efficace à 66% sur les formes légères plutôt de Covid-19, et protège à 85% contre les formes graves de la Covid-19. Et ce n'est pas seulement la Mauritanie qui les utilise, nous avons beaucoup de pays qui l'utilisent, la France, même les États-Unis. Maintenant, ce qu'il faut dire que récemment, il y a eu beaucoup de rumeurs sur, comme on dit, le vaccin, son efficacité. J'avais même une fois lu ce qui faisait même que peut-être on dit que le vaccin est efficace à 66% sur les formes légères de Covid-19. Parce qu'apparemment, lors des essais cliniques aux États-Unis, ça avait coïncidé sur une période où certainement il y avait le pic épidémique. Donc, ça va de soi qu'en pendant cette période, la contamination était peut-être beaucoup plus facile et que c'était probablement ce fait-là peut-être qui a occasionné qu'il y ait beaucoup de formes légères et que les gens qui étaient sous Pfizer ont peut-être contacté la Covid-19. Est-ce que vraiment il mérite ce nom de vaccin, puisque les gens ont en tête le BCG, ils ont également le ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, le BCG contre la tuberculose, qui ont à un certain moment fait leur efficacité pour les humains. Ils estiment qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Est-ce que ces vaccins que vous venez de citer mériteraient cette appellation de vaccin? Oui, le vaccin, ce qu'il faut dire en vaccin déjà, c'est une substance biologique qui est administrée à l'être humain pour un peu booster son immunité. Donc toute substance biologique fabriquée pour booster l'immunité, on peut l'appeler un vaccin. Maintenant, pour juger de l'efficacité d'un vaccin ou d'un médicament, il y a le facteur temps. C'est vrai que c'est des vaccins qui sont utilisés récemment, comparativement aux autres vaccins qui sont utilisés depuis des lustres. Donc, ce qu'il faut juste rappeler, que chaque vaccin a un objectif. Donc, par exemple, le vaccin BCG, comme on dit, on vaccine les enfants, presque tout le monde. Mais ça protège les enfants contre les formes graves de tuberculose. Ça ne les protège pas contre la tuberculose définitivement. Un enfant vacciné contre la tuberculose, avec le BCG, peut développer la tuberculose. Donc, c'est le même cas avec les vaccins de Covid. Donc, quelqu'un qui est vacciné, que ce soit avec AstraZeneca, le Sinopharm ou Johnson & Johnson, il y a des possibilités que la personne développe aussi, comme on dit, la maladie ou bien qu'il soit infecté. Mais ici, l'utilité du vaccin sera plus de prévenir contre les cas graves, à savoir les hospitalisations, voire même de réduire les décès. D'accord. Khatri, donc depuis Nouadhibou, vous l'avez dit, l'affluence est importante sur les centres. Mais est-ce que votre département a pris les mesures qui s'imposent pour garantir une bonne campagne, s'agissant aussi bien des centres, du nombre de centres, des équipements et du personnel médical? Merci. Je profite de cette tribune pour dire que les autorités administratives, communales
de la zone franche, les partenaires sociaux, les ONG, tout le monde a été mis à contribution pour faire une campagne de mobilisation sans précédent, il faut le dire. Et je suis sûr que c'est ça qui a apporté ses fruits, surtout en face des rumeurs qui circulaient sur ce vaccin Johnson & Johnson. Heureusement, cette campagne, comme je l'ai dit, sans précédent, intense et énorme, a porté ses fruits. Ça, je profite de l'occasion pour les remercier. Sur le plan technique, effectivement, on a pris les mesures qui s'imposent pour garantir une bonne campagne. Il faut dire que ce vaccin Johnson & Johnson a une particularité qui est à dose unique. Certainement, cette dose unique est en partie pour son succès. Contrairement au premier vaccin qu'on a utilisé, l'AstraZeneca et le Sinopharm, qui sont à 2 doses. En plus, il faut signaler qu'en Ouadhibou, la première vaccination, on a eu quelques signes légers chez quelques vaccinés. Actuellement, alhamdulillah, après presque 10 000 personnes vaccinées, on n'a pas eu de troubles, même légers, alhamdulillah. Donc, sur le plan technique, on a mobilisé 15 centres fixes, dont 9 sont en Ouadhibou et 6 à Chami, Nouamqar et Tmemichet. Ça, c'est des centres fixes où le vaccin est administré, où les populations viennent et prennent leur dose de vaccin. En plus, on a 4 équipes mobiles et avancées, ce qu'on appelle des équipes mobiles, c'est-à-dire des voitures qui partent dans les campagnes, dans les zones les plus reculées pour amener le vaccin chez les populations. Et les équipes aussi avancées, c'est-à-dire que tous les lieux où il y a une affluence de populations comme les ports, les marchés, on envoie des équipes pour être le plus proche des populations. 2 à Nouadhibou et on a 3 équipes mobiles, 2 à Chami, axe Nouamqar et axe Tmemichet, pour toucher le plus de populations possible. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit, on est plutôt content pour le résultat de cette campagne, qui reste 2 jours. On est presque sûr qu'on va dépasser notre cible. Et vous n'avez pas rencontré de personnes... Vous n'avez pas rencontré de personnes réticentes qui ne veulent pas se faire vacciner, je profite aussi pour informer les populations qu'en plus de cette campagne d'une semaine, il y aura un repos d'une semaine et on va faire une campagne de 7 jours aussi avec AstraZeneca pour les gens qui ont la 2e dose en attente. Et après aussi une semaine de repos, début septembre, mi-septembre, on fera une 2e campagne Johnson & Johnson pour toucher les populations qui n'ont pas été touchées. En plus, le vaccin chinois, ce qu'on appelle le Sinopharm, continue en routine, c'est-à-dire que tous les jours, les gens qui veulent la première dose ou bien qui ont la 2e dose, ils passent dans les centres, dans la routine pour prendre leur vaccin. En plus de ces 3 campagnes que j'ai citées. Séparées d'une semaine de repos entre 2 campagnes. Et docteur Khatri, vous n'avez pas rencontré de personnes réticentes vis-à-vis du vaccin, non? Et si c'est le cas, comment était votre réaction? Est-ce que vous contactez les autorités pour amener les gens à accepter de se faire vacciner? Effectivement, il y avait des rumeurs. Avant le démarrage de la campagne, on savait qu'il y avait ces rumeurs. C'est pourquoi on a fait cette mobilisation où tout le monde a participé, autorités administratives, communales, zones franches, les réseaux sociaux même, les ONG. On savait que ces rumeurs circulaient et on a mis le paquet. Et Dieu merci, on a vu l'affluence dès les premiers jours. Et c'est une affluence qui ne s'est pas démentie jusqu'à aujourd'hui. On espère qu'elle le sera pour les 2 jours restants et pour les prochaines campagnes. Sans cette mobilisation intense, comme je l'ai dit, peut-être que le résultat ne serait pas comme il est aujourd'hui. Merci, docteur Khatri. Docteur, donc ici à Nouakchott, de nombreuses personnes, parmi ceux que nous avons rencontrés avant la préparation de cette émission, se plaignent des difficultés à recevoir leur 2e dose. Quel est le problème?
Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier par rapport à la deuxième dose. C'est juste qu'il y a certainement un manque d'information de ces personnes qui attendent la deuxième dose. Parce que comme on l'a dit, comme l'a dit plus tôt Dr Khatri, il y a une campagne qui est en préparation, qui débutera le 24, Inch'Allah, qui concernera la deuxième dose d'AstraZeneca et du Sinopharm. Donc, ce qu'il faut aussi rappeler à ces gens qui patientent pour la deuxième dose, c'est que, bon, c'est vrai que certains, lorsqu'ils sont vaccinés, on les disait que la deuxième dose, c'est après 2 mois. Donc, ce n'est pas parce que le deuxième mois est arrivé aujourd'hui que forcément, il faut se vacciner aujourd'hui. Donc, il y a même l'OMS qui recommande au moins de patienter 9 à 12 semaines avant de prendre la deuxième dose. Et il est encore reconnu, recommandé, comme on a dit, de respecter cela. Et les autorités, quand même, ont pris le nécessaire, plutôt ont pris le devant pour préparer cette campagne qui concernera plus de 120 personnes. Parce qu'il faut rappeler qu'à ce jour, il y avait beaucoup déjà qui ont reçu cette première dose d'AstraZeneca et du Sinopharm. Et qu'Inch'Allah, ils auront ça bientôt. Mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Donc, parce que, comme je l'ai dit si tôt, il faut patienter 9 à 12 semaines et même jusqu'à 3 à 4 mois, ça ne s'en dérange rien. Même si quelqu'un est en retard, jusqu'à 4 mois après la première dose, il n'y a aucun problème. D'accord, mais on a beaucoup parlé du variant Delta qui est hautement transmissible. En plus de ce variant, on le sait, il y a les variants alpha et bêta. Est-ce que ces variants sont présents dans le pays chez nous? Oui, je pense qu'il y avait une communication les mois précédents sur la présence de ces variants en Mauritanie. Parce qu'il faut dire aussi, le monde est un village planétaire. Donc, si ces variants sont détectés dans nos pays limitrophes il y a de cela quelques mois, donc ça va de soi qu'elles soient présentes dans notre pays. Et donc maintenant, je pense que le variant qui nous inquiète le plus, c'est le variant Delta. Et c'est dans ce sens qu'il y a cette intensification de campagne de sensibilisation et surtout aussi cette campagne de vaccination actuelle et les 2 qui vont suivre. Parce que, comme on a dit, l'État mauritanien prévoit d'acquérir d'ici la fin de l'année 1 million de doses pour quand même servir le maximum de population possible. Et c'est dans ce sens que ces campagnes sont prévues. Mais comme j'ai dit, peut-être qu'on aura le temps d'en reparler par rapport même à comment découvrir ces variants, ainsi de suite. Mais il faut savoir que le variant, les 3 variants sont là. Et ça aussi, c'est juste qu'on a essayé de ne pas les identifier au pays parce que bon, c'est un peu frustrant là où ils ont été découverts et ainsi de suite. Mais sinon, dans l'ensemble, ces variants existent chez nous. Aussi, on fait le nécessaire à travers les dépistages quand même pour en limiter les conséquences. Comme vous le savez si bien, c'est un variant qui est hautement contagieux et aussi qui implique beaucoup plus de formes graves et d'hospitalisation. Et Nouakchott et Nouadhibou, on le sait, sont les villes comptant le nombre le plus élevé de ces infections. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, cette situation? Oui, bon, comme vous l'avez si bien dit, Nouadhibou étant la capitale économique, Nouakchott aussi comme capitale administrative avec une population un peu cosmopolite. Aussi, le collègue Dr Khatri a si bien dit tout à l'heure par rapport à Nouadhibou, il y a des zones touristiques où on a quand même des populations qui viennent de partout. Donc tout cela influence un peu, comme on dit, l'archédescence de cas dans ces zones-là. En date d'hier, on avait 152 personnes hospitalisées et il y avait 66 cas graves. Donc parmi ces 66 cas graves, 56 étaient à Nouakchott. Donc nous avons une dizaine qui étaient repartis à l'intérieur et ces 9 cas se situaient au niveau de Nouadhibou et un seul cas au niveau de Boutimit. Donc cela dénote vraiment l'importance même de ces villes en matière de cas Covid. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des symptômes du coronavirus version Delta? Est-ce qu'il a des symptômes particuliers par rapport à... Le Delta, il est, je ne sais pas comment le dire, c'est lui qui nous inquiète le plus parce que dès le départ,
quand on parlait de premiers cas de symptomatologie de la Covid-19, bon, je pense que tout le monde retenait un peu une symptomatologie. Mais avec le Delta, nous avons souvent une symptomatologie fruste, souvent l'absence totale de symptômes, ou bien on a même souvent certains signes qui n'ont rien à voir avec une maladie respiratoire. Donc, ce qui fait que ça devient un peu compliqué comme on dit, de l'identifier facilement. Donc, d'où vraiment, comme on dit, cette gravité, parce que avant que la variante Delta, dès qu'on avait le Covid, au moins, on avait une symptomatologie qui se rattachait un peu à ça. Mais avec le variant Delta, parfois, il y a des personnes qui ne présentent même aucune symptomatologie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire que l'espoir d'endiguer cette maladie ou cette pandémie repose sur la vaccination? Comme on dit actuellement, la vaccination est le seul moyen vraiment qui nous permet d'endiguer cette maladie. Ce qu'il faut retenir, je pense que lors de la première vague, on avait été tous un peu choqués par le nombre d'hospitalisés, le nombre de décès, particulièrement en Italie et en Espagne et la plupart des pays d'Europe. Mais actuellement, je pense que la tendance est à l'inverse. Je pense qu'on n'a pas entendu beaucoup parler des cas de décès ni d'hospitalisation dans ces pays-là. Et je pense que cela, on peut le mettre sous le crédit de la vaccination. Donc c'est dans ce sens que nous devons comprendre, actuellement, nous avons un moyen vraiment d'endiguer cette maladie. Je pense qu'une fois qu'on atteindra un certain taux de personnes vaccinées dans la communauté, ça va réduire convenablement, comme on dit, la propagation de la maladie. Si vous remarquez même au niveau sportif, la plupart des pays ont déjà commencé à ouvrir les lieux publics, les fréquentations, les matchs de football avec public, ainsi de suite. Donc tout ça, on peut le mettre au crédit de la vaccination. Donc la vaccination actuellement reste vraiment la seule arme efficace pour lutter contre la Covid. Tant mieux. Peut-on être infecté en étant vacciné? Est-ce qu'après avoir été vacciné, on peut être infecté? Effectivement, je pense que je l'avais un peu dit en parlant de la vaccination comparativement au BCG. Je pense que l'objectif recherché par la vaccination n'est pas de ne pas contracter la maladie, mais plutôt de nous éviter les formes graves de la maladie, les complications, voire les décès. Parce qu'une personne vaccinée, quel que soit le type de vaccin, il peut tomber malade ou bien il peut s'infecter une fois, deux fois, ainsi de suite. Ça dépendra du nombre de fois qu'il a été en contact avec une source infectieuse, et ainsi de suite. Et l'on se demande aujourd'hui à quoi sert la plateforme qui a été offerte par la France à notre pays de séquençage du génome du virus. C'est quoi le séquençage d'abord et à quoi il sert? Oui, le séquenceur est un appareil, est un outil qui permet d'identifier la source de Covid, de virus. Parce que quand on se bat contre quelque chose, il faut savoir identifier, il faut savoir on se bat contre quoi. Est-ce que c'est pour identifier les variants du virus? Oui, c'est pour identifier le variant du virus et essayer de connaître à quel type de variant nous avons affaire. Parce que avant qu'il y ait ce séquenceur, on prélevait par hasard sur les personnes qui sont testées positives pour essayer de voir est-ce que parmi eux, il n'y avait pas certains qui importaient la nouvelle souche Delta. Donc c'est à travers, comme on dit, ces tests aléatoires de séquençage qu'on avait découvert il y a cela quelques mois, qu'il y avait, comme on dit, ces variants-là en Mauritanie. Donc ça, je trouve que vraiment c'est quelque chose d'important qui nous permettra déjà nous-mêmes de nous situer à travers cette lutte contre la Covid-19, de savoir déjà contre quel type de variant nous sommes en train de nous battre. Et ça nous permettra encore de réorienter, comme on dit, notre manière de lutter et d'être beaucoup plus efficace. Docteur Khatri, donc à Nouadhibou, est-ce que les populations ont ce problème qu'ont évoqué quelques personnes ici au niveau de Nouakchott, d'avoir des difficultés à se faire sa deuxième dose de ces vaccins? Effectivement, je partage complètement l'avis de mon collègue et confrère Dr Bahamet. En ce qui concerne la deuxième dose, effectivement, quand on a commencé en avril, on avait donné des rendez-vous de 2 mois
Et c'était prévu entre 2 et 4 mois, mais le ministère a choisi 2 mois. Après, il y a eu un contretemps international, mais comme on dit, à quelque malheur, chose est bon. On a découvert qu'en fait, l'immunité et la deuxième dose, plus c'est retardé, plus c'est mieux. Donc actuellement, avec la prochaine campagne du 24 au 30 d'AstraZeneca pour les deuxièmes doses, ça arrive vraiment à point nommé. Et c'était mieux scientifiquement pour les populations d'avoir la deuxième dose à cette date au lieu de 2 mois qu'on avait prévu. Deuxième chose, effectivement, Nouakchott et Nouadhibou sont les seules villes actuellement touchées par cette épidémie, ce pic de troisième vague. Et peut-être que ça se comprend parce que c'est des villes ouvertes avec des aéroports, avec des... surtout Nouadhibou, elle est ouverte terre, mer, air. Donc ça peut expliquer ça. Et comme l'a dit aussi mon confrère et collègue Dr Bahamet, actuellement le monde, comme on dit, est un village planétaire. Même avec toutes les restrictions dans les aéroports, dans les ports, quand même les virus ont circulé, les variants ont circulé. Et je crois que la seule solution, comme il a dit actuellement, et qui a montré ses effets bénéfiques dans les pays qui nous ont précédés, c'est la vaccination, en plus des mesures préventives. Et ce vaccin Johnson qu'on utilise actuellement est plutôt efficace contre les formes graves. Donc même s'il y a des formes, c'est des formes frustres. Et même si on peut contracter le virus en étant vacciné, on peut le transmettre, tout ça c'est bénin. Ce n'est pas comme les formes graves qui sont plus mortelles. Et la variante Delta qui certainement circule en Mauritanie est caractérisée par son très fort taux d'infectiosité. Actuellement, dans les hôpitaux, alhamdoulilah, il y a quelques cas hospitalisés. Les formes graves existent aussi, mais pas comme la première fois, comme il l'a dit. Donc, la seule arme qu'on a actuellement, c'est la vaccination et qui a montré ses preuves ailleurs. Et il faut que nos populations s'y mettent, surtout que les pouvoirs publics ont fait tout pour disponibiliser ces vaccins qui ne sont pas faciles à trouver. Donc, c'est l'occasion de profiter de cette opportunité pour se vacciner et se protéger. Docteur Khatri a évoqué les formes graves de cette maladie. Est-ce que notre pays a réussi à combler les déficits qui existaient en parlant des lits d'hospitalisation, de respirateurs et autres matériels de prise en charge des maladies de la Covid dans cette phase ultime? Oui, effectivement, je pense qu'actuellement, avec la progression des cas, surtout les formes graves, il y a eu des mesures qui ont été prises par le ministère de la Santé, quand même pour essayer de prévenir, comme on dit, cette surcharge pour la prise en charge au niveau hospitalier. Bon, parce que je pense qu'il n'y a pas longtemps, on a nos pays voisins, la Tunisie, où on a vu vraiment que les hôpitaux étaient complètement débordés. Donc nous, dans ce sens, il y a quand même, on essaye de prendre ces mesures et qu'il y a même des formations qui sont prévues pour faire en sorte que, au niveau de chaque muqata'a, vraiment qu'il y ait au moins un site de prise en charge qui permettra, on ne le souhaite pas, au cas où nous serons peut-être débordés ou bien qu'on aura assez de cas, que nos hôpitaux quand même ne soient pas débordés et qu'il y ait quand même des sites de prise en charge au niveau de chaque muqata'a. Donc récemment, il y a la DGS déjà qui avait contacté la plupart des DRAS pour essayer déjà de cibler certains médecins ou une équipe cadre quand même qui sera formée dans le cadre de la prise en charge de la Covid-19 pour prévenir quand même, comme on dit, un nombre en taux élevé de cas graves en Mauritanie. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de centres dédiés à la Covid-19 dans le pays et leur répartition sur le territoire national? Oui, actuellement, chaque centre hospitalier a une unité de prise en charge Covid. Donc, si on se réfère à Nouakchott, nous avons les hôpitaux nationaux qui sont le centre hospitalier mère-enfant, nous avons l'hôpital Cheikh Zayed, nous avons l'hôpital de l'Amitié, le centre national de cardiologie.
Et même récemment, nous avons quand même inauguré un centre qui est dédié uniquement à la prise en charge des cas Covid. Et également à l'intérieur, depuis la première vague, je pense qu'il y a eu une remise à niveau de toutes les structures sanitaires, particulièrement les centres hospitaliers régionaux, quand même où on a amélioré le plateau technique pour permettre une prise en charge de ces cas graves-là, au cas où ils sont diagnostiqués au niveau de l'intérieur. Mais actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des cas graves que compte le pays sont hospitalisés et pris en charge au niveau de Nouakchott et un peu au niveau de Nouadhibou. Et dans quelle mesure la prise en charge des patients du Covid va impacter sur les patients ou les personnes qui souffrent d'autres maladies? Je pense que déjà nous avons un acquis à travers la première et la deuxième vague. Il y a eu, comme j'ai dit, un transfert de compétences, aussi un équipement qui a été amélioré. Dans ce sens, je pense que maintenant, au niveau de chaque centre hospitalier, il y a une unité qui est dédiée uniquement à la Covid. Donc, cela aussi permet peut-être de ne pas occulter les autres pathologies ou bien les autres urgences qui aussi doivent continuer à être prises en charge. Et à en croire un rapport du ministère de la Santé en date du 2 août 2021, un peu plus de 210 000 personnes ont été vaccinées. Quelle est la répartition de ce chiffre entre ceux qui ont reçu 2 doses et ceux qui n'en ont reçu jusqu'à présent qu'une seule? Oui, si on veut se référer par exemple sur ceux qui ont été vaccinés pour les 2 doses, comme vous l'avez dit, à la date d'hier même, 15 août, nous avons 226 520 personnes qui avaient reçu une première dose. Et parmi eux, il y a 147 083 personnes qui étaient complètement vaccinées. Donc parmi ces 147 000 plutôt, personnes, il y avait 124 000 qui avaient reçu la dose de Johnson & Johnson. Parce qu'il faut rappeler que Johnson & Johnson, c'est une seule dose, mais c'est une dose qui est immunisante, on n'a pas besoin d'une seconde dose. Donc ce qui fait que nous avons plus de 20 000 personnes qui ont déjà reçu leur deuxième dose, soit en AstraZeneca ou en Sinopharm. Et est-ce qu'on peut avoir sa première dose d'un vaccin et une deuxième dose d'un autre? Est-ce que ça... Donc, vu que nous n'avons pas vraiment cette rupture de vaccin, au cas où il y ait une rupture, nous considérons, toutes ces éventualités-là, je pense qu'il y a un conseil scientifique qui va toujours siéger pour essayer de voir dans quelle mesure peut-être on pourra associer telle dose à une telle dose. Si on se réfère un peu par rapport à ce qui se fait en Europe, je pense qu'après les premières doses d'AstraZeneca où on avait remarqué peut-être certaines complications, même si elles sont mineures chez certaines personnes, la haute la haute autorité scientifique avait déjà quand même pris des mesures pour essayer de voir comment quelqu'un qui avait pris cette dose de vaccin pourrait prendre une autre dose qui peut-être qui sera plus adaptée à son âge ou bien à sa physionomie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre une dose dans un centre et reprendre la deuxième dose dans un autre centre? Oui. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ce n'est pas le cas. Non, ça se fait. Ça se fait. Quelqu'un peut prendre En général, les gens que nous avons rencontrés nous disent avoir cherché à se faire vacciner dans un autre centre, mais qu'on leur a refusé ce privilège. Bon, peut-être que ça, ce sont des cas un peu isolés, mais sinon, quelqu'un peut prendre sa première dose à Néma et venir prendre sa deuxième dose à Nouakchott ou à Nouadhibou. Il suffit juste de présenter sa carte et aussi d'être dans le délai pour prendre la deuxième dose. C'est vrai, il y a peut-être certaines incompréhensions qui font que certains peut-être pensent qu'il faut forcément prendre sa deuxième dose là où on a pris prendre sa deuxième dose là où on a pris la première dose. Alors que ce n'est pas lié. Il suffit juste de se munir de sa carte, de la présenter et comme ça, ceux qui font la vaccination sauront que la personne a déjà reçu sa première dose, quel que soit le lieu, et il pourra bénéficier comme tout citoyen mauritanien sur l'étendue du territoire.
J'ai constaté que vous avez fait part d'incompréhension à 2 reprises. Dr Khatri également, votre collègue, en a parlé. Est-ce qu'il ne s'agira pas de s'apaisantir sur des supports d'information qui sont capables aujourd'hui de faire passer les messages et d'atteindre les buts que l'on s'assigne? Effectivement, quand on est en pleine période d'épidémie, la communication elle est indispensable. De la même manière qu'on doit trouver ou bien chercher des approches vraiment pour riposter, il est indispensable aussi de s'apaisantir sur la communication, à savoir chercher des leaders communautaires, de chercher même des influenceurs, parce qu'actuellement, comme on sait en Afrique, particulièrement en Mauritanie, nous avons une population assez jeune qui sont souvent sur les réseaux sociaux, d'où même souvent de nos grands problèmes, parce que malheureusement, il y a beaucoup de, comme on dit, de désinformation sur les réseaux sociaux qui font que nous-mêmes, on doit vraiment occuper cette plateforme-là pour amener les gens déjà à comprendre ce qui se fait et aussi à les orienter. Même dans ce sens, par rapport même à la campagne que nous menons actuellement, l'information aussi se base beaucoup sur comment orienter, dire aux gens où est-ce que vous devez aller vous vacciner et comment le faire. D'accord. Docteur Khatri, est-ce que ce problème se pose dans la capitale économique ou non? Est-ce qu'il y a possibilité de se faire vacciner? Alors, apparemment, Docteur Khatri n'est plus en ligne. C'était juste pour vous rappeler que l'émission touche à sa fin. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez adresser aux téléspectateurs d'El Mauritania? Donc, ce que j'aimerais dire avant de conclure cette émission, c'est d'appeler déjà tous nos concitoyens à être responsables. À être responsables en étant un bon citoyen, d'accepter les mesures barrières qui sont déjà instituées par l'autorité, mais également d'accepter de se faire vacciner, parce qu'actuellement, c'est le seul moyen que nous avons pour limiter la propagation de la maladie, pour nous protéger, de protéger nos concitoyens, et également rappeler à tous ceux qui désirent de se vacciner et qui ne sont pas enrôlés, parce que dans un désir d'équité, le ministère de la Santé quand même a pris des mesures afin que tout Mauritanien, qu'il soit enrôlé ou pas, puisse se vacciner. Donc, même si avec cette campagne, il y a des tablettes qui sont utilisées pour identifier ceux qui ont un numéro national d'identification, ceux qui ne l'ont pas également peuvent se vacciner et les sites de vaccination prendront des mesures pour les enregistrer. Et aussi, toujours insister sur les mesures barrières, parce que même si on se vaccine, on doit toujours continuer de porter son masque, on doit toujours continuer à respecter la distanciation sociale, à respecter, comme on dit, l'hygiène. Je pense que si chacun de nous devient responsable, aussi en évitant, comme on dit, d'être la cause que d'autres refusent de se vacciner. C'est vrai, se vacciner c'est un choix, mais nous ne devons pas être aussi la cause du refus d'autres de se vacciner en les désinformant. Donc ça aussi, c'est aussi d'être responsable. Sur ce, vraiment, comme je dis, nous remercions toutes les autorités compétentes, la télévision, vraiment de nous permettre d'avoir ce genre de discussions qui permettront quand même un peu de rassurer les populations, aussi de les permettre d'avoir plus d'informations et de les orienter pour pouvoir se vacciner et aussi renforcer leur santé. Merci également à vous. Ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, Dr Ba Amé, directeur de l'action sanitaire à Nouakchott Nord, Dr Khatri Ould Chia, directeur de l'action sanitaire à Dakhlet Nouadhibou, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deda, Mamadou Gueye, Abdul Sireba, Fall Sritah, Madani Dramé, le réalisateur Ahmed Salem Boubout et les caméramans ici présents. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et très vivement pour un nouveau numéro de Zoom Sur. Au revoir.